Quand la première pierre la frappa au front, Amina ne cria pas. Elle releva doucement le foulard rouge sur son visage et murmura une prière que personne n'entendit. C'était le début d'une histoire que personne dans le village de Mabangala n'oublierait jamais. Il y avait un village appelé Mabangala, niché au pied de collines verdoyantes et traversé par une rivière paisible. Ce village, à première vue calme et harmonieux, était habité par des hommes et des femmes vaillants, qui vivaient en paix depuis des générations. Mais sous cette apparence de sérénité, un lourd secret hantait ses habitants. Un nom murmurait dans la nuit, avec crainte et mépris, Amina. Amina n'avait pas toujours été perçue ainsi. Autrefois, elle était la fierté de Mabangala, une femme connue pour sa beauté éclatante, son esprit vif et sa gentillesse infinie. Elle était mariée à Kofi, un homme respecté dans le village, reconnu pour sa force et sa sagesse. Ensemble, ils formaient un couple aimé de tous. Mais tout bascula une nuit fatidique. Cette nuit-là, un incendie mystérieux éclata dans la case de Kofi et Amina. Le feu, impitoyable, avala tout sur son passage. Kofi, qui s'était précipité à l'intérieur pour sauver quelque chose que personne ne connaissait, ne ressortit jamais. Amina fut retrouvée le lendemain, seule, avec le visage couvert de suie, assise devant les cendres de ce qui avait été sa maison. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle resta silencieuse, son regard plongé dans les décombres. Très vite, les rumeurs commencèrent à se propager dans le village. Les femmes du marché chuchotaient que c'était Amina elle-même qui avait provoqué l'incendie. Les hommes, autour du feu, disaient qu'elle portait en elle une malédiction. On accusa Amina d'avoir pactisé avec des esprits maléfiques, d'avoir sacrifié son propre mari pour obtenir un pouvoir sombre. Et lorsqu'elle resta silencieuse face à ces accusations, les soupçons devinrent des certitudes. Amina se retrouva seule, isolée, rejetée par ce qu'elle avait autrefois appelé sa famille. Le matin, lorsqu'elle sortait de sa case pour remplir ses jarres d'eau à la rivière, elle voyait les enfants jouer au loin. À son approche, ils s'interrompaient brusquement, s'arrêtant net, comme si une ombre inquiétante les avait figés sur place. Leurs yeux, écarquillés de crainte, scrutaient chaque mouvement de la jeune femme. En silence, ils s'éloignaient lentement, leurs petits pieds soulevant des nuages de poussière rouge dans leur fuite. Les femmes, occupées à discuter et échanger des nouvelles au marché, s'arrêtaient également lorsqu'Amina s'approchait. Elle détournait le regard avec dégoût, chuchotant des mots que seule la brise du matin emportait. La sorcière, murmurait l'une d'elles, en pressant son enfant contre elle comme pour le protéger. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici encore, renchérissait une autre, son visage marqué par la suspicion et l'aversion. Quant aux hommes, ils ne cachaient pas leur mépris. Ils se contentaient de l'ignorer ostensiblement, ne lui adressant même pas un regard. Certains faisaient exprès de passer près d'elle pour l'épaule la bousculer légèrement ou pour cracher à ses pieds en signe de mépris. Amina sentait leurs regards perçants, comme des flèches empoisonnées, la poursuivant partout où elle allait, leur jugement silencieux pesant comme une enclume sur ses épaules fatiguées. La nuit, dans sa petite case à la périphérie du village, Amina entendait encore ces murmures, ces rires étouffés, ces mots venimeux qui semblaient se glisser à travers les murs de boue. Elle pouvait sentir la froideur de leur haine même dans l'obscurité totale. Le bruit du vent à travers les arbres devenait le chuchotement des villageois, un murmure constant et accusateur. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches devenait une voix moqueuse dans son esprit tourmenté. Elle s'installa dans cette petite case près de la rivière, à l'écart de tous, là où l'eau clapotait doucement contre les rochers et où le chant des oiseaux remplissait l'air du matin. Là, elle vivait discrètement, sortant rarement et évitant tout contact. Sa case était modeste, construite en branchages et en terre séchée. À l'intérieur, il n'y avait qu'un lit de paille, quelques poteries brisées, et un autel simple dédié à ses ancêtres, orné de quelques plumes d'oiseaux et de fleurs séchées. Chaque fois qu'elle s'aventurait au marché pour acheter de la nourriture ou de l'eau, les gens l'évitaient comme une pestiférée. Les marchands se détournaient lorsqu'elle s'approchait, préférant servir d'autres clients ou prétextant ne plus avoir de provisions à vendre. Une fois, elle tendit quelques pièces de cuivre à un vieux marchand de légumes, mais celui-ci les rejeta comme si elles étaient contaminées par une étrange maladie. « Je ne veux pas de ton argent, Amina, grogna-t-il. Garde-le pour toi et pour les esprits que tu invoques. » La haine montait dans les cœurs, alimentée par la peur de l'inconnu, par les soupçons et par la colère de ceux qui cherchaient un coupable à la disparition de Kofi.
On racontait que depuis qu'elle avait emménagé près de la rivière, les poissons étaient devenus rares et les eaux avaient pris une teinte sombre et étrange. Les femmes murmuraient que leurs enfants faisaient des cauchemars terribles où apparaissait une femme au visage voilé de rouge, les poursuivant dans les bois avec un regard d'acier. Un jour, alors qu'Amina se rendait à la rivière pour chercher de l'eau, elle sentit un poids inhabituel dans l'air, une lourdeur palpable, presque suffocante. À mesure qu'elle avançait, ses pas résonnaient sur le sol craquelé, comme si chaque pas rapprochait le village du chaos. En arrivant au bord de l'eau, elle aperçut un groupe de femmes qui se tenaient à quelques mètres de là, leurs regards braqués sur elle avec une intensité menaçante. Elles formaient un cercle, serré, compact, comme une meute de hyènes sur le point d'attaquer. Leurs visages étaient tordus de haine et de mépris. L'une d'elles, une vieille femme nommée Sia, la plus bruyante et la plus influente du village, s'avança d'un pas rapide et claqua sa langue contre son palais en signe de désapprobation. « Sorcière !» cria-t-elle, sa voix éraillée résonnant comme un coup de tonnerre. « Pourquoi reviens-tu parmi nous? Que cherches-tu encore? N'as-tu pas assez pris de nos vies ?» Les autres femmes se joignirent à elle, répétant les mêmes accusations, leurs voix se mêlant en un chœur discordant de colère et de ressentiment. Certaines brandissaient des bâtons, d'autres ramassaient des pierres. Amina resta immobile, le visage impassible, les bras le long du corps, regardant droit dans les yeux de Sia. Ses yeux étaient clairs, sans une once de peur. Mais ce jour-là, la foule ne se contenta pas de mots. Quelqu'un, caché derrière, lança une première pierre. Elle siffla dans l'air et vint frapper Amina au front. Elle sentit une douleur vive et chaude. Le sang se mit à couler lentement le long de son visage, suivant le contour de sa joue avant de tomber sur le sol, chaque goutte éclatant comme une fleur rouge sur la terre sèche. D'autres pierres suivirent. Elle pleuvait sur elle comme une pluie de grêle. Amina ne bougea pas. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas lentement, elle leva les mains vers le foulard rouge qu'elle portait toujours autour du cou. Avec une délicatesse infinie, elle le noua fermement autour de son visage, couvrant la blessure sanglante, ne laissant apparaître que ses yeux. Elle se tint droite, les pieds solidement ancrés dans la terre, ses yeux fixant la foule avec une intensité qui fit trembler même les plus courageux. Elle murmura une prière silencieuse, une ancienne incantation que sa grand-mère lui avait apprise. Sa voix, à peine audible, était comme un murmure dans le vent. Lorsque les villageois virent cela, un frisson de peur parcourut l'assemblée. Les mains se figèrent, les pierres tombèrent, et les femmes reculèrent instinctivement. La haine dans leur cœur ne suffisait plus à surmonter la peur qui grandissait en eux. Ce geste, ce foulard rouge, semblait posséder un pouvoir qu'ils ne comprenaient pas, une signification cachée dans le tissu de l'histoire, une menace silencieuse ou peut-être un sort qu'ils redoutaient d'entendre. Dès cet instant, Amina devint encore plus mystérieuse, plus dangereuse à leurs yeux. Plus aucun d'entre eux n'osa l'approcher de nouveau. Elle ne montra plus jamais son visage en public, et sa silhouette, drapée dans ce foulard rouge, devint une présence spectrale qui hantait leurs rêves. Pour eux, elle n'était plus seulement une femme, mais un symbole de tout ce qu'ils craignaient, de tout ce qu'ils ne comprenaient pas et ne voulaient pas comprendre. Quelques jours après l'incident au bord de la rivière, Mabangala fut plongée dans une série d'événements étranges qui semblaient défier toute logique. La première nuit, une pluie torrentielle commença sans avertissement, déferlant sur le village avec une telle violence que les champs, pourtant déjà fragiles, furent rapidement submergés. Les rivières débordèrent, engloutissant les cultures naissantes. Les habitants, les pieds trempés et les visages marqués par l'angoisse, se regardèrent en silence, se demandant ce qu'ils avaient fait pour mériter une telle punition. Les jours passèrent, et la pluie continua de battre le sol sans relâche. Les champs, maintenant inondés, offrirent un spectacle désolant de boue et de débris. Les récoltes de maïs, de sorgho et de manioc, essentielles à la survie du village, étaient emportées par les torrents impitoyables. Les villageois, désespérés, se mirent à murmurer que cette calamité était une conséquence des actions d'Amina, une vengeance pour les pierres que l'on lui avait lancées. Les esprits, selon eux, avaient été invoqués par la femme mystérieuse pour leur infliger une punition. Les jours suivants, de nouveaux signes inquiétants commencèrent à apparaître. Les enfants, autrefois joyeux et vivants, tombèrent malades sans raison apparente. Ils se plaignaient de fortes fièvres, de maux de tête et de cauchemars terrifiants où une femme au visage couvert de rouge les poursuivait dans des ombres inquiétantes.
Les cris de douleur et les larmes des petits rendirent l'atmosphère encore plus pesante. Les mères, incapables de trouver du réconfort pour leurs enfants, virent leurs craintes se confirmer avec chaque nuit passée. Face à cette série de malheurs, les anciens du village, inquiets et désemparés, décidèrent de consulter Atto, le grand prêtre du village. Atto était un homme sage, vénéré pour sa connaissance des esprits et des rites ancestraux. Il vivait dans la forêt sacrée, loin des affaires quotidiennes du village, dans une maison faite de bambou et de feuillage, construite avec soin pour honorer les esprits des ancêtres. Lorsque les villageois arrivèrent chez Atto, ils étaient tremblants, leurs visages marqués par la fatigue et l'angoisse. Ils exposèrent leurs plaintes, leurs peurs et leurs hypothèses. Atto, assis en tailleur sur un tapis de feuilles, écouta attentivement, son regard serein et distant. Après de longues heures de méditation et de consultation des esprits, il finit par se redresser et prit la parole, ses mots chargés d'une gravité palpable. « La colère des ancêtres est sur vous, dit-il d'une voix lente et grave. Vous avez accusé sans preuve, et la malédiction que vous craignez vient de vos propres cœurs. Ce n'est pas la femme qui cache son visage qu'il faut craindre, mais votre propre haine qui attire le malheur. » Atto expliqua que les ancêtres, dans leur sagesse infinie, avaient envoyé ces épreuves non pas pour punir directement, mais pour révéler les faiblesses et les craintes des villageois eux-mêmes. La pluie, les maladies, et les douleurs étaient des signes que les esprits étaient mécontents de la manière dont la justice avait été rendue. Il leur conseilla de rechercher la vérité, d'apaiser leur cœur et de faire amende honorable. Mais les paroles d'Atto, pleines de sagesse, tombèrent dans des oreilles assourdies par la peur et l'ignorance. Les villageois, plutôt que de réfléchir aux paroles de sagesse du grand prêtre, s'enfoncèrent encore davantage dans la peur et la méfiance. L'idée que la femme qu'ils avaient persécutée pourrait encore être responsable de leur malheur, bien que démentie par les paroles d'Atto, persistait. Ils convinrent qu'Amina devait être chassée du village, la considérant comme la source de leur malheur. Ils se rendirent à sa case avec des torchers et des bâtons, prêts à l'expulser de force. Leurs visages étaient tordus par la colère et la peur, leurs mains tremblaient d'excitation à l'idée de faire face à ce qu'ils considéraient comme un esprit maléfique incarné. Lorsqu'ils arrivèrent à la case d'Amina, ils s'attendaient à la trouver dans sa demeure, prête à se défendre. Mais ce qu'ils découvrirent les surprit. La case d'Amina était vide. Le sol était jonché de débris, une jarre d'eau brisée, des herbes éparpillées et quelques objets personnels qui semblaient avoir été abandonnés à la hâte. Amina avait disparu, comme si elle s'était volatilisée dans l'air. Les villageois fouillèrent les environs, cherchant des indices, mais tout ce qu'ils trouvèrent furent des traces de pas qui se perdaient dans la forêt environnante. Certains prétendaient l'avoir vue s'enfoncer dans les bois, tandis que d'autres affirmaient qu'elle s'était cachée dans les collines voisines. La rumeur se répandit que le mystère d'Amina n'avait pas de fin. Une semaine plus tard, les signes de la présence d'Amina commencèrent à apparaître à nouveau. Des traces de pas furent découvertes près de la rivière, où l'eau s'écoulait lentement, laissant des empreintes dans la boue. Un jeune garçon du village, envoyé chercher du bois, rapporta avoir vu une silhouette enveloppée dans un foulard rouge se glisser dans les bois. Il avait vu cette silhouette murmurer des mots dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais les paroles lui étaient parvenues comme une mélodie triste et mélancolique, une chanson chargée de regrets et de chagrin. La peur parmi les villageois devint palpable. Les récoltes continuaient de s'assécher, et la maladie persistait parmi les enfants. Les adultes commencèrent également à ressentir des douleurs inexplicables, des maux de dos, des crampes et des douleurs dans les articulations qui semblaient apparaître sans raison. Le village entier semblait être pris dans un étau de désespoir et de maladie. Le sentiment de malaise grandissait chaque jour. Le chef du village, Kwam, prit les choses en main. Il était déterminé à mettre fin à ce mystère qui empoisonnait la vie du village. Il organisa une expédition avec plusieurs hommes courageux pour retrouver Amina. Ils partirent dès le lever du soleil, leurs visages marqués par la fatigue et l'inquiétude, armés de torchers, de bâtons et de provisions pour survivre en forêt. Le groupe traversa des forêts denses, escalada des collines escarpées et franchit des rivières tumultueuses. Les jours passèrent, et les hommes continuèrent leurs recherches avec persévérance. Ils s'arrêtèrent parfois pour écouter les bruits de la forêt, espérant entendre un signe, un indice. Leurs voix résonnaient dans les arbres, leurs appels se perdaient dans le murmure des feuilles. Après 3 jours épuisants, ils découvrirent finalement Amina au pied d'un grand baobab,
une majestueuse figure imposante qui semblait être le gardien silencieux des secrets de la forêt. Amina était assise en silence, le visage toujours caché par le foulard rouge. Sa présence était presque fantomatique sous la lumière tamisée du soleil couchant, les ombres dansantes autour d'elle amplifiant le mystère de sa silhouette. Kwam s'approcha avec précaution, ses pas hésitants dans la terre meuble. « Amina, dit-il doucement, sa voix tremblante mais résolue. Nous ne voulons plus de malheur dans notre village. Nous voulons comprendre. Pourquoi tout cela arrive-t-il depuis que tu as caché ton visage ?» Amina leva lentement les yeux vers Kwam, ses yeux sombres et profonds comme un puits sans fond. Elle resta silencieuse pendant un long moment, et l'air autour d'eux semblait se figer, comme si le monde attendait sa réponse. Finalement, elle murmura d'une voix qui résonna comme un écho lointain entre les arbres. « Ce n'est pas mon visage que vous devez craindre, Kwam. C'est le vôtre. Vos cœurs sont couverts par un voile bien plus épais que le mien. Vous m'avez accusé de crimes que je n'ai pas commis, sans jamais chercher la vérité. » Les hommes restèrent immobiles, leurs regards rivés sur Amina, leur esprit tourné vers ses paroles comme une lueur dans l'obscurité. Puis Kwam, hésitant mais déterminé, s'approcha encore un peu plus, le cœur battant à tout rompre. « Alors dis-nous la vérité, Amina. Dis-nous ce qui s'est vraiment passé la nuit où Kofi est mort. » Amina soupira profondément. Elle se leva lentement, le foulard toujours fermement attaché autour de son visage, et commença à marcher autour du baobab, comme si elle cherchait les mots à travers les racines anciennes de elle. « Arbre sacré. La vérité, dit-elle finalement, n'est jamais simple. Mais si vous êtes prêt à écouter, je vous la dirai. » Les hommes se regroupèrent autour d'elle, leurs visages marqués par l'angoisse et la détermination. Le silence de la forêt, entrecoupé seulement par les bruits des créatures nocturnes, semblait suspendre le moment, alors qu'Amina était sur le point de dévoiler les secrets enfouis derrière le mystère qui avait tourmenté leur village. Lorsqu'Amina commença à parler, ses mots étaient chargés de douleur et de vérité, résonnant dans l'air nocturne comme une confession après des années de silence. Ses yeux, cachés derrière le foulard rouge, reflétaient une tristesse profonde et un chagrin insondable. Cette nuit-là, commença-t-elle, Kofi a reçu une visite inattendue. Sia, la femme influente du village, est venue chez nous. Elle portait un sac rempli de feuilles et de racines, qu'elle avait soigneusement dissimulé sous ses vêtements. Je ne l'ai pas vue arriver, mais je l'ai entendu murmurer quelque chose à l'oreille de Kofi. Ils ont parlé en secret, leur voix basse et tendue, comme s'ils échangeaient des secrets dangereux. Amina fit une pause, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle se souvenait des détails. Kofi était agité, ses mains tremblaient lorsqu'il a caché le sac à l'arrivée de Sia. Je ne comprenais pas encore la gravité de la situation, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Ils ont discuté longtemps, et l'atmosphère dans la case était lourde de tension. Elle poursuivit, sa voix devenant plus rauque à mesure qu'elle revivait les événements. Plus tard dans la nuit, un étrange parfum a envahi notre case. C'était un parfum âcre, comme celui des herbes brûlées, qui m'a réveillée en sursaut. Quand j'ai cherché Kofi à mes côtés, il n'était plus là. Mon cœur battait la chamade alors que je parcourais la maison à sa recherche, mais il n'y avait aucun signe de lui. Ses yeux se perdirent dans les ombres de la forêt, comme si elle pouvait voir à travers le temps et l'espace pour retrouver cette nuit tragique. C'est alors que j'ai vu les flammes. Elles étaient immenses, et le feu s'élevait rapidement, dévorant notre maison et tout ce qu'elle contenait. J'ai couru dehors, criant à l'aide, espérant que quelqu'un viendrait me secourir. Mais il n'y avait personne. La chaleur était étouffante, et les flammes se propageaient comme une dévoreuse furieuse, engloutissant tout sur leur passage. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. Je suis restée là, impuissante, observant les flammes dévorer tout ce qui restait de mon foyer, de ma vie avec Kofi. J'ai cherché désespérément un moyen d'éteindre le feu, mais tout ce que je pouvais faire était de regarder, les yeux pleins de larmes, en sachant que je perdais tout ce que j'avais chéri. Les hommes, regroupés autour d'Amina, écoutaient avec une intensité palpable. Ils pouvaient presque voir les images que ces mots dessinaient dans leur esprit. Kwam, le chef du village, demanda d'une voix grave, « Amina, pourquoi Sia aurait-elle fait cela? Pourquoi aurait-elle voulu que Kofi meure et que tu sois accusée ?» Amina secoua lentement la tête, sa voix empreinte d'une tristesse profonde. « Le feu n'était pas naturel, Kwam.
Il n'était pas le résultat d'un accident ou d'une négligence. C'était le fruit de la jalousie et de la peur. Sia a utilisé ces herbes pour ensorceler Kofi, le poussant vers sa perte. Elle avait ses propres raisons, des raisons que je ne connaissais pas entièrement à l'époque, mais je sais maintenant qu'elle voulait obtenir quelque chose de Kofi. Peut-être des informations, peut-être un secret qu'il détenait. Elle laissa ses paroles flotter dans l'air, les mots lourds de révélation. Quand Sia a vu que j'étais encore vivante après le feu, elle a compris que son secret risquait d'être découvert. Alors elle a semé la haine contre moi, profitant de la peur et de l'ignorance des villageois pour les détourner de la véritable source du mal. En transformant Kofi en une victime et moi en coupable, elle a protégé son propre mystère et ses intentions malveillantes. Les visages des hommes autour d'elle étaient marqués par l'incrédulité et la honte. Ils se regardaient, cherchant des réponses dans les regards de leurs compagnons. Le silence qui suivit était lourd, chaque homme réfléchissant à la portée des accusations d'Amina. Kwam, en tant que leader, se redressa et demanda avec une détermination renouvelée, « Si ce que tu dis est vrai, alors nous devons confronter Sia. Nous devons faire face à la vérité et réparer les torts que nous avons causés. » Mais Amina secoua la tête avec une fermeté calme. Il ne s'agit pas seulement de confronter Sia. Il s'agit de comprendre pourquoi vous avez si facilement choisi de croire au mal, sans jamais chercher la vérité. Vous avez laissé la peur guider vos actions, au lieu de faire confiance à la justice et à la vérité. Ce n'est pas seulement Sia que vous devez affronter, mais la manière dont vous vous êtes laissé emporter par la haine et les préjugés. Elle marqua une pause, son regard perçant chaque visage dans le groupe. La véritable épreuve est celle de votre cœur et de votre esprit. Vous devez apprendre à chercher la vérité au-delà des apparences, à ne pas vous laisser gouverner par la peur et la méfiance. Si vous ne comprenez pas cela, même si vous confrontez Sia, vous continuerez à répéter les mêmes erreurs, et le malheur persistera dans votre village. Les hommes, bouleversés par les paroles d'Amina, commencèrent à murmurer entre eux. La réalité de leurs actions passées se faisait jour, et ils comprenaient maintenant que leur propre comportement avait contribué à leur propre souffrance. La tâche qui leur restait à accomplir était désormais claire, ils devaient non seulement affronter Sia, mais aussi entreprendre un voyage intérieur pour guérir et reconstruire la confiance et l'harmonie au sein de leur communauté. Amina, malgré la douleur et la colère qui l'avaient animée, avait réussi à ouvrir les yeux des villageois. La vérité, bien que douloureuse, était le premier pas vers la réconciliation et la guérison. Avec cette révélation, un nouvel espoir naquit pour Mabangala, un espoir de rédemption et de renouveau, fondé sur la compréhension et la justice. Le retour d'Amina à Mabangala fut empreint d'une atmosphère de tension mêlée à un espoir timide. Les villageois, ayant entendu la vérité révélée par Amina, semblaient hésiter entre leur ancienne animosité et la nouvelle compréhension qui émergeait. Mais ce jour-là, les pierres restèrent sur les chemins, et les murmures de haine se dissipèrent. Amina entra dans le village, son foulard rouge toujours en place. Ses pas étaient lents mais résolus, chaque mouvement mesuré. Les villageois se tenaient à distance, les yeux rivés sur elle avec une combinaison d'appréhension et de curiosité. Ils étaient bien conscients que la révélation de la vérité avait bouleversé leur perception de la situation, mais le chemin vers le pardon était encore long. Kwam, le chef du village, se tenait à ses côtés, offrant un soutien silencieux. Il avait compris la profondeur de l'erreur collective et savait que le véritable travail de réconciliation venait juste de commencer. Le groupe d'hommes qui l'avait accompagné lors de la recherche d'Amina était désormais prêt à confronter Sia, l'origine de ce tourbillon de malheur. Ils trouvèrent Sia dans sa case, assise par terre, les yeux pleins de larmes. La vieille femme, autrefois si bruyante et influente, était désormais réduite à une image de honte et de regret. Les villageois se rassemblèrent autour d'elle, formant un cercle silencieux. L'atmosphère était chargée de tension et d'anticipation. Kwam, se plaçant en avant, s'adressa à Sia avec une voix grave, « Sia, nous avons entendu la vérité d'Amina. Il est temps pour toi de parler et de confesser tes actes. Le village a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. » Sia leva lentement les yeux, les larmes roulant sur ses joues ridées. Sa voix était brisée par l'émotion alors qu'elle commença à parler. « Oui, c'est vrai. J'ai agi par jalousie et par désir égoïste. J'étais envoûtée par la beauté et l'intelligence d'Amina, et je voulais Kofi pour moi seule. J'ai fabriqué un charme avec les herbes et les racines,
espérant qu'il me donnerait ce que je désirais. Mais je ne savais pas que mon sort causerait un tel désastre. Elle prit une profonde inspiration, ses épaules secouées par des sanglots. Quand Kofi est mort, j'ai paniqué. J'ai essayé de couvrir mes traces en accablant Amina de fausses accusations. Je pensais pouvoir échapper aux conséquences de mes actes, mais je n'ai fait que semer plus de douleur et de division. Je suis désolée, Amina. Je suis sincèrement désolée. Les villageois écoutaient, le choc visible sur leurs visages. Ils étaient témoins de la confession de Sia, réalisant que leur propre ignorance et leur peur avaient été manipulées pour alimenter la haine et la division. Amina s'approcha de Sia avec une douceur surprenante. Elle se pencha et, d'une voix calme mais empreinte de force, lui dit « Je te pardonne, Sia. Mais ce pardon est pour toi autant que pour moi. Il est essentiel que tu comprennes la profondeur de ton erreur et que tu cherches à changer. Comme nous tous, tu dois apprendre à vivre sans haine dans ton cœur. » Les mots d'Amina résonnèrent comme un écho de réconciliation dans l'air lourd de Mabangala. Les villageois, touchés par ce geste de clémence, commencèrent à murmurer entre eux. La tension palpable dans le village sembla se dissiper lentement alors que la compréhension et la compassion prenaient le dessus. Les jours qui suivirent marquèrent un tournant dans le village de Mabangala. La pluie qui avait asséché les récoltes cessa enfin. Les champs, autrefois stériles et dénudés, commencèrent à reverdir, et les enfants retrouvèrent leur sourire, leur rire résonnant à nouveau dans les rues. Les maladies qui avaient frappé les jeunes disparaissaient lentement, remplacées par une nouvelle vigueur et une énergie renouvelée. Amina, quant à elle, décida de rester dans le village. Elle ôta son foulard rouge pour montrer son visage aux villageois. La révélation de ses traits n'était pas celle d'une sorcière mais celle d'une femme marquée par la souffrance mais aussi par une résilience incroyable. Les regards autrefois empreints de méfiance se transformèrent en expressions de respect et d'admiration. En tant que conseillère et guérisseuse, Amina apporta une nouvelle ère de sagesse et de guérison à Mabangala. Ses connaissances en herboristerie et en sagesse traditionnelle contribuèrent à rétablir l'équilibre et la prospérité dans le village. Elle enseigna aux habitants l'importance de la compréhension et du pardon, et l'importance de ne pas se laisser emporter par les apparences ou les rumeurs. Le grand baobab, sous lequel elle avait révélé la vérité, devint un symbole de sagesse et de réconciliation. Les villageois se rassemblaient sous ses branches pour écouter les enseignements d'Amina et pour se souvenir de la leçon cruciale qu'elle avait apportée à leur communauté. Ainsi, le village de Mabangala apprit à méfier non des apparences mais de ce que les cœurs pouvaient cacher. La haine qui avait autrefois divisé le village fut remplacée par une compréhension plus profonde et un respect mutuel. Les histoires de cette période furent transmises de génération en génération, et on racontait à tous ceux qui venaient au village, ne jugez jamais avant de connaître la vérité, car l'apparence est souvent le plus grand des mensonges. Le vent, soufflant à travers les feuilles du baobab, portait avec lui les murmures des anciens, rappelant à chaque nouvel arrivant la leçon que Mabangala avait apprise. La vérité et la compassion surpassent toujours la peur et la haine. Les cicatrices de la souffrance passée se transformèrent en marques de sagesse, guidant les générations futures sur le chemin de la compréhension et de la paix.